Fréquence Tel Aviv. Georges Bensoussan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de passage à Tel Aviv, Oui. Et vous venez de donner une conférence au sujet d'un de vos livres sur l'histoire des Juifs des pays arabes. C'est un sujet que vous avez traité depuis quelques années. Vous êtes d'abord un historien spécialiste de l'histoire de la Shoah. Vous êtes en poste aussi au Mémorial de la Shoah, responsable de éditorial. On vous connaît aussi pour un livre collectif signé sous un pseudonyme, Emmanuel Brenner, Les territoires perdus de la République. Votre voix compte en France, vous avez contribué beaucoup au débat public, notamment Alain Finkielkraut qui cite ce livre, en tout cas, Les territoires perdus de la République, depuis longtemps. Vous allez sortir un nouveau livre incessamment, encore une fois, sur les Juifs des pays arabes. Oui, c'est un livre d'abord beaucoup plus court, qui est toujours un livre d'historien, mais qui tourne autour d'une question qu'on peut résumer de la sorte. Pourquoi cette question, la question des Juifs du monde arabe, et en particulier la question de leur départ en une génération, pourquoi cette question est-elle interdite? C'est d'ailleurs le sous-titre du livre, la question interdite. Pourquoi est-elle une question refoulée, une question qui apparemment est inaudible, intéresse peu, alors qu'il s'agit au XXe siècle de l'un des meilleurs exemples, c'est pas le seul, mais l'un des meilleurs exemples d'exclusion ethnique, sinon même de purification ethnique dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est ça la véritable question, c'est pourquoi, alors que tous les éléments historiques sont là sous nos yeux, quelle passion mettons à ne pas voir ce que l'on a devant nous? Quelle passion mettons à ne pas comprendre alors que tous les éléments nous sont donnés pour comprendre? Donc ça dépasse les Juifs du monde arabe. Bien sûr, ce livre en question chez Odile Jacob n'est centré que sur la question des Juifs du monde arabe. Mais en même temps, j'élargis le questionnement à d'autres situations historiques où nous avions tous les éléments pour comprendre et nous n'avons pas voulu voir. Alors, si vous pouvez nous donner quelques éléments de réponse. Et là, je vais en donner deux qui me viennent à l'esprit. Un que j'ai beaucoup traité dans le livre, en même temps, je n'ai pas écrit des dizaines de pages là-dessus, mais j'ai traité dans le livre, à savoir que les éléments constitutifs des crimes du système soviétique, dans le monde français, nous en avions les preuves en langue française dès les années 20. Donc on n'avait pas besoin d'attendre Solzhenitsyn en 1974 et la publication de l'archipel du Goulag, qui a été une révélation pour la gauche française. En réalité, quand on se penche sur la bibliographie française, on constate que dès les années 1924-25, on avait déjà des témoignages sur les îles Solovki, dans la Baltique, au-delà du cercle polaire, qui étaient parmi les premiers bagnes du système concentrationnaire qu'on va appeler plus tard le Goulag. Bon. Et ensuite, les témoignages se sont succédés et accumulés, donc même avant 1939 déjà, plein âge d'or du stalinisme, on avait beaucoup d'éléments en France. Puis ça a continué à s'accumuler après 1945, etc. Bon, sans refaire la longue bibliographie en langue française des crimes du communisme, on ne peut qu'être interloqué par le fait qu'un grand nombre de gens qui avaient tous les éléments sous les yeux, toutes les preuves sous les yeux, n'ont pas voulu voir. Alors l'acmé de cette cécité volontaire, c'est le procès Kravchenko, les lettres françaises, le procès Kravchenko, quand David Rousset, qui dénonce les crimes du système stalinien, qui est lui-même un ancien déporté dans les camps nazis, est traîné en justice, et c'est lui qui doit se défendre contre l'accusation des lettres françaises, qui est à l'époque l'un des grands périodiques du Parti communiste. On est en 1949 à peu près. Bon. Voilà un premier exemple de cécité volontaire. Pourquoi n'a-t-on pas voulu voir? Et puis on peut l'étendre à la Chine. Le nombre de niaiseries qui ont été écrites au moment de la Révolution culturelle, entre autres par cette philosophe italienne Maria Antonietta Mattiocchi, Simoles, qui est un vrai sinologue, était parti en guerre dans les années 70 contre elle. Et quand on relit aujourd'hui ce qu'écrivait Mattiocchi dans les années 70 sur la Révolution culturelle et sur la Chine de cette époque, la Chine de Mao, on est quand même stupéfait par la bêtise, et on est aussi stupéfait par le fait que nous avons adhéré à ces niaiseries. Nous ne sommes pas en dehors de ce climat de consensus volontaire. Il y a eu sur le Cambodge la cécité sur la violence, l'ultra-violence des Khmers rouges, comment un certain nombre d'intellectuels français, jusqu'au dernier jour de la tyrannie des Khmers rouges, comme Alain Badiou, a soutenu ce régime, jusqu'au moment où on a découvert l'ampleur des horreurs. Mais dès 1976, c'est-à-dire 3 ans avant la fin de l'effondrement du régime Khmer rouge, on savait déjà énormément de choses. Je pense à Jean Lacouture,
qui avait témoigné dans Le Monde dès les années 76-77 à peu près, et beaucoup d'autres. Puis je donnerai un deuxième élément de la cécité volontaire qu'a mis en lumière récemment Jean Birnbaum dans son livre sur la gauche et la question religieuse. C'est la cécité volontaire des soutiens français du FLN algérien pendant la guerre d'Algérie sur la dimension islamique du FLN. Or, cette dimension islamique était patente, elle était visible, elle était là, étalée sous nos yeux pour qui voulait bien voir, bien sûr, en dépit du fait que le double langage est quand même une pratique courante. On le sait bien dans les rangs de ces nationalistes-là, mais malgré tout, on avait les éléments pour savoir. Mais on n'a pas voulu voir. Sur le fond, à savoir que la dimension islamique était bien plus importante que la dimension du nationalisme au sens du XXe siècle. Je comprends bien, donc il y a une histoire de l'aveuglement et du déni, une histoire intellectuelle. À faire. Oui. Il y a une histoire à faire de l'aveuglement. Voilà, alors, ça procède de quoi? C'est un problème, j'allais dire, humain, psychologique, lorsque la réalité ne correspond pas avec une grille de lecture? En grande partie, c'est ça. En grande partie, nous n'arrivons à comprendre que ce que nous savons déjà. Nous n'avons pas les outils pour comprendre le nouveau. Et donc nous comprenons toujours le présent à partir des grilles du passé, sans comprendre que le présent, par définition, comme disait Paul Valéry, c'est ce qui n'a pas encore eu lieu. C'est ce qui n'a encore jamais eu lieu. Donc à partir du moment où nous sommes en face d'un événement historique donné, il faut se défaire des grilles d'analyse du passé et forger les outils conceptuels pour l'analyser. Par exemple, Treblinka, c'est pas les pogroms. C'est pas la répétition des pogroms, et c'est même pas seulement le fruit de l'antisémitisme. C'est beaucoup plus complexe que l'antisémitisme. Donc il faut forger les outils nouveaux pour comprendre ce qu'a été le phénomène de la Shoah comme usine de massacre, comme usine à massacre. Bon, eh bien c'est la même chose pour ce que j'ai donné sur l'exemple du FLN algérien ou l'exemple des crimes du système soviétique. On n'est pas outillé pour comprendre le nouveau. Et du coup, quand Péguy disait dans Notre jeunesse en 1910 qu'il faut faire l'effort de voir ce que l'on voit, c'est quelque chose de fondamental, et en même temps, c'est quelque chose, peut-être c'est une phrase superbe, et en même temps c'est une phrase qui est peut-être un peu naïve. Parce qu'en réalité, nous ne voyons que ce que nous comprenons. L'esprit ne perçoit que ce qu'il comprend déjà. Ce qu'il ne comprend pas est hors du champ de la conscience. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'idéologie. L'idéologie fait que, dans la mesure où nous avons un cadre de pensée qui correspond à notre équilibre intellectuel et donc à notre équilibre affectif aussi, on ne peut pas séparer l'intellectuel de l'affectif. Quand quelque chose nous dérange, nous l'évacuons hors de notre conscience, parce que si ça met en péril notre équilibre intellectuel, ça met en péril aussi ce sur quoi nous avons bâti notre vie. Je pense à ces vieux communistes qui ont eu du mal à admettre les crimes du communisme, c'est toute leur vie qui est basée là-dessus. Donc en mettant à bas l'équilibre intellectuel, ils mettent à bas aussi ce sur quoi ils ont bâti leur existence. Alors il y a ça, et puis il y a le fait que, par exemple, prenons l'exemple des Juifs du monde arabe, si on réifie, si on essentialise le monde arabe en général comme essence du colonisé, donc essence de l'humiliation, donc essence de la victime, on ne peut pas admettre qu'une victime puisse être en même temps un oppresseur. Que le monde arabe a pu être à la fois victime du colonialisme et en même temps avoir été un monde violemment raciste, violemment anti-juif, colonisateur aussi et esclavagiste. Et alors, vous êtes un spécialiste de l'histoire de la Shoah, alors justement, c'est une... Je rectifie, je suis un vulgarisateur de l'histoire de la Shoah. D'accord. Je suis plutôt un historien des Juifs du monde arabe ou de l'histoire du sionisme. En réalité, sur l'histoire des Juifs du monde arabe, l'histoire de la Shoah, je vulgarise les travaux des autres. Je ne suis pas véritablement un chercheur sur l'éducation, où je mets à la portée d'un certain nombre de travaux de spécialistes. En publiant le Que sais-je il y a une vingtaine d'années, j'ai fait que mettre à la portée du grand nombre un certain nombre de travaux spécialisés. Mais je ne suis pas un chercheur sur l'histoire de la Shoah. D'accord. Mais alors c'est cet aspect qui m'intéresse, c'est l'utilisation répétée, je veux dire obsessionnelle du drame de la Shoah à toutes les sauces. À chaque fois qu'il y a un conflit dans le monde, on cherche à savoir qui est le juif et qui est le nazi. Comment vous expliquez ça? C'est justement une grille qui n'est pas valable, puisque la Shoah a quelque chose, une spécificité. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous le... Elle a une spécificité. Alors, on ne va pas dire que c'est un événement unique, parce que c'est un truisme, tout événement est unique. Elle a une spécificité au sens où, avant la Shoah, on n'a jamais vu quelque chose comme Treblinka, ou comme Belzec, ou comme Sobibor. C'est tout. Qu'est-ce qui fait que cette histoire de la Shoah, qui a été longtemps une histoire mise en sourdine pendant les 20 années, 25 années qui ont suivi la guerre, ça ne veut pas dire qu'on n'en parlait pas. Ça veut dire qu'on ne cherchait pas à comprendre davantage, on ne cherchait pas à savoir davantage, mais en fait on savait déjà beaucoup de choses. L'idée qu'on se serait totalement tué et qu'on ne savait rien pendant 20 ans, c'est faux ça. Pourquoi est-ce que cette histoire de la Shoah a pris une telle place dans l'histoire culturelle de l'Occident?
États-Unis compris, Europe et États-Unis compris, mais pas dans le reste du monde, hein, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Depuis les années 80, ça tient à plusieurs facteurs. Et je crois que non seulement ça tient à un facteur qui est propre aux générations juives qui ont vécu cela, à savoir qu'il y a eu passage de relais de celles qui ont vécu l'événement, les rescapés de la Shoah qui ont transmis le relais non pas à leurs enfants, il y a eu un silence là-dessus, ça c'est vrai, ou un semi-silence, mais à leurs petits-enfants. Donc ce passage de relais arrive à la troisième génération, c'est-à-dire les années 1980-90, fait qu'on s'est davantage exprimé là-dessus, et puis il y a tout simplement un processus biologique qui fait que la génération des rescapés, vieillissante, voyant ces dernières années arriver, a le besoin de témoigner. C'est vrai des rescapés du Goulag, c'est vrai des survivants de la guerre civile espagnole, survivants de la résistance française. En général, en fin de vie, la plupart des gens qui en ont encore les moyens, sur le plan physique et psychique, veulent témoigner. Bon, ça c'est banal. Comment est-ce que cette histoire de la Shoah est devenue une religion mémorielle et très moralisatrice? C'est ça la question de fond. On peut se demander si ça n'est pas lié à la violente culpabilité sourde qu'a nourri l'Occident vis-à-vis de la question juive, parce qu'en fait la Shoah est un crime allemand, c'est vrai, mais un crime allemand qui a été accompli avec la bénédiction d'une partie des Européens. Je dis bien une partie, attention, ce serait une énorme erreur historique de penser que l'Europe tout entière a participé au crime. Mais il y a eu des collaborateurs des nazis partout, y compris même dans des pays qui ont été les moins judéophobes qui soient, comme l'Italie par exemple ou le Danemark. Mais même là on trouve encore des traces de collaboration. Donc est-ce que cette culpabilité-là n'a pas nourri cette religion mémorielle et n'a pas affadi ce qui est la véritable portée de l'histoire de la Shoah, à savoir une vraie coupure anthropologique? À force d'en parler et à force d'avoir réduit ça à une leçon de morale entre le bien et le mal, on a occulté la dimension de coupure radicale. Et d'une certaine façon, on peut se demander si cette occultation-là ne sert pas à la culpabilité, au sens où ça l'évacue d'une certaine façon. Bon. Donc, et aujourd'hui, on se trouve en présence effectivement de cette banalisation générale du message politique de la Shoah. On entend des amalgames un peu tous les jours. Là, récemment, c'est Vincent Peillon qui a comparé la situation des Juifs dans les années 30 avec celle des musulmans actuellement. Alors, on laisse de côté, si vous voulez, le cas Peillon, parce que c'est quand même un homme qui est instruit, c'est un homme qui est érudit même dans certains domaines, qui sait très bien de quoi il parle et qui a vraiment par électoralisme assez triste sur le fond, est tombé dans ce piège-là. Bon. Mais ça va même plus loin que ce que dit Vincent Peillon, c'est qu'aujourd'hui la grille d'analyse des Juifs de 1942 en France, elle est appliquée à toutes les situations par une bonne partie de la gauche française. Par exemple, le problème des Roms. C'est un véritable problème en France. Le problème des Roms, il est assimilé à la question des Juifs pourchassés en 1942. Le problème des clandestins, non pas les sans-papiers, mais des clandestins, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas à être sur le territoire national, et qui donc ont vocation, comme dit la loi, à être conduits à la frontière, est assimilé aux Juifs du Veldiv. Ou je prends un dernier exemple, encore lu dans la presse française ce matin, ces gens qui ont pu aider les clandestins de Calais ou d'ailleurs, et qui sont traînés devant les tribunaux parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ceci ou cela, une certaine presse de gauche les considère comme des justes, les justes de 1942 ou 43 ou 44. Autrement dit, on assimile complètement la situation inédite qui se passe aujourd'hui en Europe avec un grand nombre de réfugiés avec la situation des Juifs de 42. À cette différence près que personne ne veut voir, que les Juifs de 42 sont condamnés à Auschwitz, que les migrants, les réfugiés, les clandestins, on peut les appeler comme on veut, ne sont pas condamnés à la mort. Certainement pas. Bien sûr. Bon, et on peut parler aussi du traitement de l'information au sujet d'Israël. Alors, il y a une sorte d'inversion des rôles, très souvent. Je dis pas toujours, mais on entend souvent des termes de déportation, de camps de concentration au sujet des Palestiniens. Et là, je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, on peut dire que l'Europe n'en a pas fini avec sa question juive, c'est une évidence. Elle reste tiraillée d'abord par la culpabilité profonde de ce qui s'est passé. Et cette culpabilité, à un moment ou à un autre, ne reste pas en l'état. C'est un peu comme en chimie, elle change de nature. Elle devient de l'agressivité. Et cette agressivité devient de l'agressivité anti-israélienne. On ne va pas s'en prendre aux Juifs parce que depuis Auschwitz, quand on est une âme bien née, on ne peut plus être antisémite. Mais en revanche, on est antisioniste. Donc la culpabilité violente née de la Shoah devient de l'agressivité anti-israélienne. Et c'est une bénédiction que de pouvoir accuser l'État d'Israël de commettre contre les Palestiniens et les Arabes en général les crimes que les Allemands, on connaît la ritournelle, ont commis contre eux. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point qui est encore plus intéressant, c'est comment, en focalisant sur Israël et en disant, par exemple, dans la presse française,
qu'une bonne partie de l'agression antisémite des jeunes d'origine maghrébine en France est liée au conflit israélo-arabe, on se défausse sur le conflit israélo-arabe des maux MAUX de la société française. On ne veut pas les voir, donc on les impute au conflit israélo-arabe, en omettant de voir qu'en réalité, on est en présence en France d'une population dont une partie ne s'intègre pas et qui forme une contre-société, je ne suis pas seul à le dire, beaucoup d'autres le disent aujourd'hui avec moi en France, une contre-société qui est profondément animée, non pas seulement par de l'antisémitisme, mais par une francophobie, une haine de la France, c'est-à-dire une haine de la patrie dans laquelle non seulement ils sont nés, mais où leurs parents sont nés. Et dans le phénomène de l'immigration en France, c'est une vieille histoire, la France est une terre d'immigration depuis le 19e siècle, c'est la première fois qu'on assiste à un tel rejet de la patrie d'accueil, souvent à la deuxième et voire troisième génération. Donc plutôt que de voir ce problème qui est très angoissant, on va se défausser sur la question israélo-arabe en disant « mais c'est à cause du conflit que ces jeunes aujourd'hui sont enragés, etc. » Il n'y a pas une partie de vérité, c'est-à-dire il y a quand même des pics de violence lorsqu'il y a une intifada en Israël. Oui, mais le fond de l'affaire n'est certainement pas là. Le fond de l'affaire, c'est une judeophobie qui est largement importée du Maghreb, qui fait partie des habitudes culturelles de ces familles. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui j'ai un procès pour l'avoir dit à France Culture il y a 15 mois de cela. Alors on va en parler. Et là-dessus, effectivement, le conflit israélo-arabe ne fait que jeter de l'huile sur le feu et réactiver la violence. Parce que ces jeunes de banlieue, pas intégrés, on prend un chômage massif de 40 à 45% pour certaines cités des banlieues françaises, c'est vrai, se confondent leur sort à celui des Palestiniens opprimés, entre guillemets, par Israël. Et forcément, dans cette assimilation-là, ça se traduit dans la violence. Oui. Vous avez écrit donc ce livre collectif sous le pseudonyme d'Emmanuel Brenner, c'était en 2002 déjà. Oui. Le livre a été critiqué évidemment par quelques-uns et surtout a été tu, j'allais dire. Exactement. C'est-à-dire que vous aviez lancé un signal d'alarme sur une situation donc, dans certaines banlieues. Vous parliez de l'impossibilité d'enseigner la Shoah dans certaines écoles, de l'antisémitisme dans ces populations de deuxième, troisième génération d'immigrés. Ils sont nés en France. Oui, oui. Voilà. Et donc là, on est 2 ans après l'attentat de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, et vous, ça ne vous a pas surpris. Quelque part, vous êtes exprimé dans la presse pour dire « je vous avais prévenu ». C'est-à-dire que la presse est venue, là, pour la première fois, la presse est venue vers nous, autant moi qu'un certain nombre de collaborateurs des Territoires perdus, pour dire, dans le fond, on a eu tort de ne pas vous écouter. Bon, ce sont eux qui nous ont campé en sorte de devin ou d'auteur d'un livre prémonitoire. On n'a jamais eu cette prétention-là. Hein. On est beaucoup plus modeste que ça. On a récolté des témoignages de l'Éducation nationale à 90% de la région Île-de-France, donc ça ne représentait pas toute la France, qui témoignaient d'une évolution dangereuse, pas seulement sur l'antisémitisme, mais sur le sexisme et sur la francophobie. Ça, c'était important. Donc, quand les événements de l'Hypercacher, de Charlie Hebdo, etc., et même ensuite du Bataclan sont arrivés, dire qu'on était, nous, la petite équipe de 13 personnes au total, totalement surpris, non, bien sûr que non. On a vu la situation se déliter entre 2002 et 2015. On pensait peut-être pas que ça arriverait jusqu'au Bataclan, mais on savait que des germes de violence étaient de plus en plus présents dans les banlieues, que le trafic des armes y était important, que le djihadisme recrutait de plus en plus. On a vu la situation s'effilocher année après année, et c'était désespérant de la voir parce que du côté des officiels, à quelques exceptions près, il y avait silence radio. Même si, dans le même temps, l'expression du titre du livre était reprise dans la presse, en boucle. Oui. Et c'est ça le paradoxe de ce livre, c'est que le titre en a été repris, mais le livre n'a pas été forcément lu, et il n'a pas été forcément critiqué d'ailleurs, sauf par l'ultra-gauche qui a parlé évidemment, comme d'habitude, de thèses nauséabondes, racistes, faisant le jeu du Front National, simpliste, parce que chacun sait que la gauche a le... Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous faites le jeu du Front National? Est-ce que c'est faire le jeu de quelque camp que ce soit, de dire la vérité telle qu'elle est, parce que cette vérité est anxiogène et elle est porteuse de conflits demain? Non, certainement pas. Cette vieille thèse de faire le jeu d'eux, c'est la meilleure façon de faire taire ceux avec lesquels on est en désaccord. C'était déjà Orwell qui le disait dans les années 30 contre certains de ses camarades du Parti travailliste anglais. C'est un vieil instrument qui sert à terroriser ceux avec lesquels, ceux qu'on ne peut pas faire taire sur le plan intellectuel, vous faites le jeu d'eux. Bon, c'est un argument infantile en fait sur le fond. En réalité, ce qui fait le jeu des extrêmes, par exemple le Front National, puisque vous le citez, c'est le silence. C'est d'avoir tu les problèmes qui se posaient en France
avec cette population qui s'intégrait de plus en plus mal, qui était génératrice de violence, une insécurité qui n'était pas un sentiment d'insécurité, une France périphérique, comme dit le géographe Christophe Guilluy, qui avait de plus en plus le sentiment d'être mal aimée et incomprise des autorités parisiennes. C'est ça qui a fait le lit du Front National, c'est ce silence des médias et des bien-pensants en France qui a porté le Front National à 40% alors qu'il était à 15% il y a une trentaine d'années, au grand maximum, 15%. Bon, là est le vrai problème. C'est le silence qui a nourri les extrêmes, c'est pas la parole. Vous ne niez pas qu'il y a quand même un phénomène aussi xénophobe contre les communautés Bien sûr, musulmanes. Évidemment, mais il y a une xénophobie dans toutes les sociétés. Il n'y a pas plus humain que la xénophobie. Où est-ce qu'on a vu que l'être humain aimait son prochain? Jamais. On est naturellement xénophobe. Bon, on est naturellement hétérophobe, ça c'est vrai. Alors qu'il y a de la xénophobie, oui, mais c'est pas en la taisant qu'on va la faire reculer. Au contraire, c'est en disant clairement quels sont les problèmes qu'on peut peut-être commencer à trouver des solutions et à désarmer aussi le camp de la violence, le camp d'en face, qui nourrit sans aucune limite, parce qu'on les a victimisés une fois pour toutes, donc ils sont libres de toute parole, et l'antisémitisme, et le racisme, et le sexisme, et la misogynie, et l'homophobie, et tout le reste. C'est à force de les avoir toujours considérés comme des sous-citoyens, parce que victimes une fois pour toutes et par essence, qu'on leur a permis d'avoir une parole totalement libérée sur des tas de sujets à propos desquels entre guillemets un Français de souche, s'il avait dit le quart simplement de ce qu'on entend en banlieue sur les Juifs ou sur les femmes, aurait immédiatement été traîné au tribunal. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont effectivement des propos sexistes, pourquoi ils ont des a priori sur les Juifs et qui ne s'identifient pas forcément avec la société française. Est-ce que c'est parce qu'ils appartiennent aux couches défavorisées de la société? Oui, ça c'est vrai. Ou est-ce que c'est par une culture qui leur est transmise Il n'y a aucune explication monocausale. Je crois que c'est un mélange de facteurs qui explique aujourd'hui qu'on est en présence d'une partie de la jeunesse dans ces cités de banlieue, mais qui ne représentent pas toute la France. Cités de banlieue, on a calculé que ça représentait 7% de la population française. C'est quand même pas le pays tout entier. Qu'une partie de cette jeunesse-là, je dis bien, j'insiste, une partie, n'est mal intégrée et se sent aujourd'hui en situation de rupture avec la nation. Bon, il y a le fait qu'ils appartiennent aux couches défavorisées, c'est évident, ça c'est vrai. Le taux de chômage est infiniment plus élevé dans ces cités-là que dans la moyenne nationale. C'est dans la moyenne nationale, il est de 10-11%. Si dans la jeunesse française en général, toute origine confondue, il est de 20 à 25%, ce qui est déjà énorme. Dans certaines de ces cités, il est de 40 à 45%. Qu'il y ait une discrimination au prénom, par exemple, au nom, au prénom, à l'habitat, c'est vrai. C'est pas un fantasme. Discrimination à l'embauche, discrimination pour trouver un logement, c'est parfaitement vrai. C'est pas un fantasme des populations issues d'Afrique noire ou issues du Maghreb. Mais là-dessus, sur ce fond-là, parce qu'une partie de cette jeunesse-là d'origine maghrébine s'intègre et réussit brillamment en France. Il suffit de voir, par exemple, dans les rangs des étudiants en médecine, dans les rangs de nouveaux médecins, les noms à consonance maghrébine. C'est une vraie réussite sur ce plan-là. La nation française, sur ce plan-là, elle peut être fière de cette intégration. Mais pour une partie de ceux qui ne s'intègrent pas, il y a tout le fond traditionnel qui est revivifié par cette absence d'intégration. Ce fond traditionnel, c'est à la fois l'antisémitisme, c'est les structures traditionnelles, et on va trouver une compensation dans une France qui ne nous a pas reconnus, ou dont on sent qu'elle ne nous a pas acceptés. À tort ou à raison, peu importe, ça serait beaucoup trop long maintenant de démêler tout ça, non pas dans le nationalisme arabe, qui globalement a fait faillite, mais dans l'islam, qui devient le véritable ciment idéologique qui va redonner une fierté, une identité à des gens qui se sentent profondément méprisés et qui ont une image d'eux-mêmes très dévalorisée. L'islam va leur redonner une fierté d'existence. Et c'est un islam qui n'est pas seulement un islam quiétiste, mais qui va progressivement évoluer vers le salafisme et vers, pour certains d'entre eux, le djihadisme. Bon, sur cette note d'espoir, nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Georges Bensoussan. Bon retour. Et je rappelle donc le titre de votre nouvel ouvrage, Juifs en pays arabe, la question interdite, chez Odile Jacob. On aura, j'espère, l'occasion de vous revoir et pour parler, par exemple, du sionisme. Vous avez écrit un ouvrage aussi sur l'histoire du sionisme. En même temps que les territoires perdus, d'ailleurs, en 2002. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.